Un zinzou savant, un voyage dans le temps et un Édipe gênant. Cette semaine, on a maté retour. Captain Sofro ? Mon pompon, je suis en pleine intro, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu t'es carrément trompé d'émission de trompette que tu es, va. C'est l'intro de 2 heures de perdu, ça. Ah mince, c'est à cause du titre de l'épisode, ça m'a tout embrouillé. Mais qu'est-ce que je dis d'habitude ? Vous me dites bonjour à moi. Ah bah oui, bien sûr. Coucou mon pompon. Tu me pardonneras, je l'espère, ce petit clin d'œil. Écoute, avec le thème d'aujourd'hui, je pouvais pas passer à côté. Ça fait je sais combien de saisons que j'ai le même plaisir à entendre. Alors McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir ? Quand le générique de ce formidable podcast démarre, j'étais obligée, je vous dis. Notez que j'ai hésité avec « Alors Eastwood, on a les foies ?» qui est une de mes répliques cultes de Retour vers le futur 3. Mais si tu as le nez, tu avais peut-être déjà repéré le clin d'œil dans l'épisode sur Batman. Bref, aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur la trilogie mythique de Robert Zemeckis, Retour vers le futur. Le 3, oui parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de titre différent pour ces 3 films, ils sont numérotés, boum, simple et funky. Le 3 donc est sorti en 90. J'avais 10 ans et j'ai commencé par celui-là, au cinoche et tout. J'ai donc un attachement particulier. Est-ce que c'était une bonne idée de commencer par le dernier ? Nope, sûrement pas. Mais ça restait très accessible, contrairement au 2 qui à mon avis est chaud si t'as pas vu le premier. En ces temps ancestraux, mon pompon, on regardait en boucle les mêmes films dès qu'ils sortaient en cassette vidéo. On louait au vidéoclub, on enregistrait la télé. On mettait des bouts de scotch sur le côté des cassettes nulles sur lesquelles on voulait réenregistrer. Ça parlera qu'aux très vénérables personnes comme moi. Bref, le film, c'était un cérémonial. Ça demandait une prévision et parfois des trésors de bricolage. Et comme on n'avait pas de propal à ne plus savoir qu'en faire, on ponçait les mêmes jusqu'à les connaître par cœur. Du coup, après ma rencontre avec le 3, tu te doutes bien que j'ai raclé le 1 jusqu'à péter la bande. Le 2, je l'ai vu qu'une fois, je crois, c'est celui que je n'aime pas. C'est souvent les 2, t'as remarqué ? Sauf pour Star Wars où vraiment l'Empire contre-attaque, on est au sommet. Indiana Jones, le 1, mythique, le 3, top. Je propose qu'on fasse tous comme si le 4 n'avait pas existé, mais le 2, long. Alien 1, incroyable. Le 3, plein de bons trucs. Le 4, très beau. Le 2, un peu bâclé, non ? Le gendarme à Saint-Tropez. Envoie la virgule, Cathy, sinon je vais jamais m'arrêter là. La trilogie nous propose donc les aventures rocambolesques d'un binôme devenu étrangement archétypal qui arrive dans le peloton de tête des classements des meilleurs duos au cinéma. T'as qu'à voir l'empreinte laissée dans la pop culture avec les Rick et Morty et compagnie. Le vieux savant excentrique, qui est un fameux stéréotype à lui tout seul, cheveux blancs en bataille, yeux exorbités, etc., magnifiquement interprété par Christopher Lloyd qui a plus d'un rôle de zinzou à son actif, et le jeune fringant mais pas quarterback non plus, bon petit stéréotype de teen movies également. J'ouvre une parenthèse rapide, mais en tombant sur le classement des meilleurs binômes du cinéma, je me suis aperçue que seuls 2 films proposaient un duo exclusivement féminin. Sachant que quand c'est mixte, ce qui est rare aussi, c'est forcément le love interest quasi à tous les coups. Il y a donc Mulholland Drive et bien sûr Thelma et Louise, sur 100 films. Il y a Timon et Pumba, ça no problemo. En même temps c'est vrai, c'est 2 bons poteaux, mais seulement 2 binômes féminins. Et c'est pas la faute au classement, hein. On sent qu'ils ont cherché, c'est ça le pire. Bon voilà, parenthèse close. Or donc, notre binôme du jour, il tient absolument pas la route en fait. Et je dis pas ça à cause de la DeLorean. Excellent, qui arrêtera cet esprit vif comme l'éclair.
Rapport à la DeLorean. Ah, mais là, c'est vraiment l'autoroute de la déconne. Bon, ça suffit, avec cet humour pourri, on va droit dans le mur. Rapport à... Comprends-moi bien, mon pompon. Ces deux-là, on les adore. Ils ont une amitié ultra touchante. Ça fonctionne parfaitement. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble en vrai? À quelle occasion se sont-ils rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que Marty s'est dit « Allez, je vais passer une bonne partie de mon temps libre dans le garage du vieux dingo au lieu d'aller rouler des pelles à Jennifer ?» Quel intérêt Emmett Brown a-t-il à donner l'heure à un kiddo qui, soyons honnêtes, ne respire pas le prix Nobel de sciences? Ben, c'est jamais expliqué. Et allez, en vrai, c'est pas très grave. Parce que ce qui compte, c'est ce que ça apporte à l'histoire. Donner du relief à un binôme par des oppositions bien marquées, c'est la base. T'es à 2 doigts de la retraite, pépouze, et je suis un jeune fifou des glingos? Ça marche. Note que ça marche pour L'Arme Fatale, pour Seven, pour Men in Black et pour plein d'autres trucs celui-là. Tu crois aux extraterrestres et tout, et je suis une scientifique cartésienne sceptique? Ça roule. Tu es un jouet du passé conscient de sa réalité, et je suis un jouet du futur dans le déni. You've got a friend in me. Note qu'on retrouve l'idée d'antithèse entre les protagonistes, mais aussi de transmission et d'échange. Le plus vieux, la plus savante, ou celui ou celle qui a l'expérience du passé, passe son savoir à un ou une autre qui lui apporte sa compréhension du présent, empirique, et sa modernité. On ne construit pas l'avenir sans ça. S'appuyer sur l'expérience et expérimenter l'ancrage immédiat. C'est le binôme qui résume tous les enjeux dans Retour vers le futur. Soif de découverte et intérêt purement scientifique, besoin de prendre en main son futur en influant sur son présent. Nom de Zeus, Marty. Il fallait bien ses 4 mains pour se saisir des rênes du destin. Mais attention, jouer avec le voyage dans le temps, ce n'est pas sans conséquences. Déjà, techniquement, c'est v'là compliqué. Convecteur temporel, 88 miles à l'heure, 2,25 gigawatts. Oh bah alors là, je suis tout perdu, Captain Sofro. C'est quoi le zigoquac? C'est une unité d'énergie, mais en vrai, c'est pas important. Je te cache pas qu'on n'est pas sur une rigueur de fou en termes de réalisme et de science dans cette œuvre. Mais tu vois, mon pompon, c'est exactement à ça qu'il sert, Marty, dans le duo. Il oblige le doc à s'expliquer, à rendre les rouages accessibles aux spectateurs. C'est comme suivre le point de vue du débutant. Dans Harry Potter, par exemple, s'il n'avait pas été élevé comme un gros moldu, on ne prendrait pas le temps de nous expliquer la magie, Poudlard, etc., tu vois. Il faut un œil de néophyte, comme dans le dialogue entre Galilée et Andrea chez Brecht. C'est celui qui ne sait pas qui rend la compréhension du savoir possible. Alors nous aussi on forme un binôme, Captain Sofro. Ben bien sûr, mon pompon, tu es mon indispensable équipier. Oh, je suis tout émotionnée. Est-ce qu'une fraise tagada t'aiderait à traverser tes émotions, mon pompon? Oh oui, je crois bien. Donc, voyager dans le temps, c'est chaud, et ça représente un des enjeux majeurs de chaque opus, évidemment. Mettre la main sur une source d'énergie suffisante, ou ne pas perdre les clés de bagnole en les laissant aux mains de Biff, par exemple. Mais cela implique, comme tout grand pouvoir, de grandes responsabilités. Dans le premier épisode, Doc est à fond sur l'absolue nécessité de ne pas engendrer de rupture du continuum espace-temps, c'est-à-dire de ne pas provoquer d'effet papillon. En modifiant la moindre petite chose par une interaction complètement anodine, tout peut être changé. Les films ne cessent d'ailleurs de jouer sur ces micro-conséquences. Marty défonce un pin avec la DeLorean, le parking nommé Two Pines devient One Pine. Le pont Clayton, du nom de Clara qui devait mourir dans l'accident de train à l'époque du Far West, devient le pont Eastwood, puisque McFly, sous ce pseudonyme, s'est envolé par là en DeLorean, etc. Mais, comme avec Marty, c'est pas un papillon, mais un véritable éléphant dans un magasin de porcelaine, on se retrouve avec une ville à feu et à sang, livrée à la violence extrême depuis que Biff a mis la main sur l'almanach du futur qui lui a permis de faire fortune, ou encore
j'ai sauvé mon père d'un accident de la route, j'empêche donc sa romance avec ma daronne et bim, je joue ma propre existence en observant ma personne disparaître progressivement d'une photographie. Eh oui, changer le destin, moi je veux bien, mais faut faire attention, gamin. C'est pour ça qu'Emmett Brown déchire d'abord la lettre de Marty dans laquelle il lui explique que la mort l'attend. Ou bien qu'il empêche Marty de se servir de l'almanach contenant tous les résultats sportifs de 1950 à 2000. Autant dire loin dans le futur. Bon, remarquez, j'ai aussi eu une claque en me rendant compte que Blade Runner, c'est en 2019. Gros soupir. Bref, pour le doc, se servir du voyage temporel à son avantage, c'est mal en soi. Et surtout, on ne maîtrise pas les conséquences dramatiques que cela peut avoir sur le monde. Bon, tout cela pour qu'il recolle la lettre, se fourre un gilet pare-balles sous la combi et survive en déclarant « Ben, je me suis dit, on s'en balance ?» Ah bah super, ça valait bien la peine de nous chier une pendule. Rapport à l'éclair et à la DeLorean, je suis en roue libre, comme la... Bon, je suis prise dans une boucle temporelle ou quoi? Je suis ravie que Doc ne soit pas mouru. De même que son épouse Clara à la fin du 3. Mais, je t'ai dit en intro que je n'aimais pas le 2. Eh bien, c'est le moment de t'expliquer pourquoi. Jusque-là, on nous proposait une vision relativement linéaire du temps. Bon, déjà, ça de base, ça me provoque des fâcheries dans le cerveau, puisque Marty s'appelle Marty en l'honneur du Marty qu'ont connu ses parents à leur rencontre. Pourquoi donc qu'il s'appellerait Marty à la base avant d'être remonté dans le passé? Bon, en vrai, ça peut être pour plein de raisons. Contrairement à Terminator, où rien ne justifie l'existence de John Connor en voyant son père dans le passé si celui-ci n'y est pas déjà allé. Attendez, je vais respirer dans un sac, je reviens. Or donc, jusque-là, peu ou prou, c'est linéaire. Les interactions avec le passé ont des conséquences sur le présent des protagonistes et sur leur futur. La réalité des McFly à la fin du 1 est complètement modifiée. Ils sont plus aisés, toujours amoureux, et c'est Biff qui leur sert de larbin. Nous reviendrons sur ce point. Quand la naissance de Marty est annulée, cela a des conséquences sur lui. Il s'estompe, donc il est impacté par sa ligne temporelle. Ok, jusque-là, on est bon. Sauf que v'là-t-il pas que dans le 2, le doc nous explique que les agissements de Biff ont créé un présent parallèle. Ça veut dire que c'est une autre ligne de temps. Ça ne remplace pas celle qui existait déjà. What the hell? Je comprends bien que scénaristiquement c'était chaud de provoquer des modifications sur les protagonistes en action, mais quand même, ça aurait dû être parallèle aussi dans le 1 alors. Outre le paradoxe, pas que temporel, qui fait bouillir mon petit cerveau, en vrai, ça me rend extrêmement triste. C'est pour ça que je l'aime pas le 2. Parce que ça veut dire que quoi qu'il fasse, Marty ne pourra pas effacer ce présent dans lequel sa mère, veuve, est littéralement l'esclave de Biff qui la tient par un odieux chantage au sujet de ses enfants. Cette femme est en enfer pour toujours. Et que fait Marty? Il se dépêche de recréer une ligne parallèle où tout ira bien et il l'abandonne. Ça me brise le cœur. Mais quand tu y penses, ça colle assez bien avec l'attitude globale du gamin pendant les 3 épisodes. Marty, je suis désolée, mais c'est un sacré égoïste. Alors déjà, il y a quand même un peu d'incohérence dans la construction du personnage de Marty. C'est censé être un type pas populaire, qui se fait bully, même s'il a son petit caractère. En plus, il est pote avec le pire weirdo du patelin en la personne d'Emmett Brown. Bon, comment se fait-ce qu'il soit skateur de ouf, guitariste, avec le petit blouson, les petites sneakers qui vont bien, et qu'en plus il sorte avec le mannequin du lycée? Dans ce monde, tel qu'on nous le présente, c'est impossible. Notez qu'on pouvait déjà se poser la même question avec la mère et le père, mais je préfère pas repenser au crush de la mère, c'est des scènes avec son fils qui mettent tout le monde mal à l'aise, madame. Marty, il a quand même drôlement de points de charisme pour quelqu'un qu'on nous vend comme un anti-héros. À la base, c'est un fils de loser. Du coup, merci le classisme, sa famille est présentée comme des méga beaufs. Ah si,
Il y a une scène au début, franchement, c'est du gros humour gras. En plus, classisme 2, le retour, comme ils sont relativement pauvres, c'est très relatif, hein, on n'est pas dans la misère non plus, t'as qu'à voir les sneakers du petit dernier, mais bon, disons modeste. Eh ben, guess what? Ils sont moches, bien sûr. Bon, Biff aussi, il est moche, mais c'est parce qu'il est méchant. Parce que quand t'es beau, tu peux pas être méchant. Yes. Toujours est-il que c'est le premier truc sur lequel Marty bloque en découvrant sa mère jeune. Tu es ma mince. Et il ne va pas s'en remettre. Il va le lui redire à la fin, lorsqu'il revient au présent. Ben oui, parce que quand ils seront aisés à la fin du 1, ah bah ils sont canons, dis donc. On fait dans la grivoiserie de bon ton. Et apparemment, boire des cocktails raffinés, bah c'est plus du tout de l'alcoolisme. Tu vois où je veux en venir? Revenons à Biff, qui est devenu leur larbin. Il le traite comme une banane. Bon, est-ce qu'on aime Biff? Non. Est-ce qu'on est ravi qu'il ait droit à sa charrette à purin à chaque opus? Oh que oui. Mais est-ce que c'est sain de garder sans cesse sous les yeux un type qui a essayé de voler la mer déjà? Franchement, qui fait ça? Et puis ça sonne un peu comme une morale moisie. Tu veux pas être bullied par un gros abruti pété de thunes? Que dois-tu faire? Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Vous noterez que Biff, c'est l'ancien Nabila en fait. Eh ben, d'après le clan McFly, il n'y a qu'une solution, devenir toi-même un gros abruti pété de thunes. Ben, paye ta leçon. Domine pour ne pas être dominé. Génial. Il nous faudra attendre la toute fin du dernier film pour enfin adresser ce problème et nous délivrer une vraie moralité. Le doc met en garde Marty sur son impulsivité. En gros, à force de répondre aux provocations par la violence, comme l'a fait son père en donnant son célèbre coup de poing à Biff, on n'engendre rien de véritablement bon. Marty entend et résiste à la tentation de prouver à l'autre sa supériorité en faisant une course de voiture. Accident évité, futur changé. Ce qu'a enfin compris Emmett Brown au fil de ses voyages dans le temps en famille à bord de sa locomotive, c'est que, je cite, « Le futur n'est jamais écrit d'avance, il n'est que ce que l'on en fait. » Oh, je ne t'ai même pas parlé d'Einstein le potichien, ni du Far West et de la chemise rose à franges de McFly Eastwood, ni du mythique Overboard. Tant de choses incroyables dans ces films, c'est inépuisable. Mais je m'arrête sur la dernière réplique du doc pour te présenter l'exercice du jour, la SAP, sophro-acceptation progressive. Comme tu l'auras compris, il s'agit d'une sophronisation. C'est donc un exercice de relaxation et de visualisation statique, puisque tu ne bouges pas, contrairement aux exercices de relaxation dynamique. Comme d'habitude, je te mets en garde. Si tu es atteint d'un trouble du type schizophrénie ou TDI, les visualisations sont plutôt déconseillées, en tout cas si tu n'es pas accompagné. Donc si c'est ton cas, petit pompon, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui peuvent pratiquer ce type d'exercice, celui-ci, comme d'habitude, doit s'inscrire dans un protocole, doit bien évidemment faire l'objet d'une personnalisation vraiment complète, comme d'ailleurs les exercices de relaxation dynamique en principe. Néanmoins, contrairement à la sophronisation de la semaine dernière, si tu as envie de la faire jusqu'au bout, ma foi, tu peux grandement t'y adonner puisqu'il s'agit, eh bien, comme tu l'auras compris, de se représenter dans le futur autour d'un événement que tu comptes alors réussir. J'aime pas trop ce terme, même si tu verras, il est employé, le terme réussite dans la construction de base de cette sophronisation,
puisqu'en réalité, nous, en sophrologie, on ne va pas te garantir la réussite de tes événements. Même dans le cadre d'un protocole de ce qu'on appelle la préparation mentale, où on va aider les gens justement à se projeter positivement et à bien rassembler toutes leurs meilleures capacités, tout leur potentiel pour réussir un examen, une audition, un entretien d'embauche, je sais pas moi, une épreuve sportive, etc., etc., où justement on va se servir grandement de cette sophronisation dans ce type de protocole-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais même dans ce cadre-là, on ne vient pas affirmer en objectif la réussite du match de volley. Tu comprends bien, mon pompon, que ça n'a absolument aucune crédibilité si on promet ce genre de choses. On n'a pas de prise sur la manière dont vont se passer les événements, sur à quel adversaire on va être confronté, etc., etc. Nous, en réalité, ce sur quoi on travaille, c'est sur le fait d'aborder l'événement dans les meilleures conditions. C'est-à-dire d'éviter tout stress, de savoir se concentrer le mieux possible pour cet événement-là, d'être capable de mobiliser au mieux sa mémoire si c'est de cela dont on a besoin, de faire de nouveau confiance à son corps si c'est de cela qu'il est question. En bref, de vivre l'événement en mettant tout en œuvre pour atteindre son plein potentiel. Mais c'est pas parce qu'on a atteint son plein potentiel que la réussite au sens strict est forcément garantie. Mais par contre, ça aide grandement à réussir. Donc, ce type de visualisation-là te propose d'aller te projeter dans un événement plus ou moins lointain qui correspond à des situations qui te challenge ou tu souhaiterais être plus calme, plus concentré, plus en maîtrise, etc., etc. Donc on peut tout à fait le faire dans les autres protocoles aussi. Et justement, je t'ai dit que j'allais y revenir. La particularité de cette sophronisation-là, c'est qu'on va pouvoir la faire soit une seule fois, ce qui va souvent être le cas dans les autres protocoles, type amélioration du quotidien, etc. Quand on l'a fait une seule fois, on va demander au sophronisé, donc au client, d'aller se visualiser après l'événement. L'idée, c'est d'aller visualiser comment on est après l'événement, une fois qu'on a traversé cet événement dans le calme, dans la sérénité, dans la concentration, dans l'état d'esprit et dans l'état physique dans lequel on voulait traverser cette épreuve. Si en revanche, on est dans un type d'accompagnement où il est intéressant d'en faire plusieurs, comme les accompagnements de préparation mentale, eh bien on va les faire 4 fois. C'est-à-dire c'est ou une fois ou 4 fois. Il n'y a pas de juste milieu dans la SAP, c'est un petit peu ou beaucoup. Et si on l'a fait 4 fois, on va toujours suivre le même ordre. On commence toujours par l'après, puisque l'idée c'est quand même d'aller se visualiser malgré tout dans la meilleure configuration, c'est-à-dire la configuration où c'est fini, où on a traversé cette épreuve de la meilleure manière possible. Donc la première fois, on va le faire en se visualisant après. La deuxième fois, en revanche, on va aller se visualiser avant l'événement pour préparer justement la manière dont on se situe, dont on se voit avant d'entrer dans la salle, s'il s'agit d'entrer dans une salle, etc. Troisième fois, pendant, pour bien fixer justement cette capacité à être focus, calme, concentré, etc. Et la dernière, ce sera une visualisation totale où on va reprendre l'avant, le pendant et l'après. Donc tu comprends bien que c'est de là que tient l'idée de progression dont on parle dans le nom de cette sophronisation-là. On a vraiment une idée d'y aller palier par palier pour aider le sophronisé à se visualiser de la meilleure manière possible et à bien ancrer. Tu verras qu'il y a ce qu'on appelle un ancrage dans cette sophronisation-là, c'est-à-dire une manière de vraiment s'imprégner des sensations positives qui sont liées à l'état recherché autour de cet événement. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de l'imprégner à chaque étape de l'événement. Aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas t'en faire 4. On va donc seulement faire la sophronisation qui concerne l'après-événement. Si tu souhaites le faire, moi, tu comprends bien que je vais être obligée de rester très vague sur le type d'événement. Donc, comme à chaque fois pour les sophronisations, ou presque, je vais être sur un cadre très vague, très large,
À toi, mon pompon, si tu le souhaites, d'y mettre exactement la situation à laquelle tu penses, l'épreuve à laquelle tu penses, peut-être un permis de conduire, peut-être un bac, peut-être, que sais-je, un entretien d'embauche, un match de tennis, je ne sais quoi encore, mais ça peut être aussi des situations un petit peu plus larges. Je ne sais pas, moi, ça peut être des situations liées à ton travail. Et si tu souhaites aborder un petit peu mieux les situations où tu es obligé de présenter des choses devant tes collègues, ou ça peut être aussi des situations du quotidien, hein, arriver à se visualiser en gérant le stress, quand tu prends les transports, quand tu interagis avec des gens, si tu sais que tu es timide, etc. Donc à toi de choisir une situation qui te parle et que tu aimerais traverser en toute sérénité, en toute tranquillité. Je te rappelle également que les sophronisations se font soit assis, soit si tu en as envie, allongé confortablement dans ton canapé par exemple. Que tu ne dois pas hésiter à modifier légèrement ta posture au fur et à mesure, hein. Souvent, notamment si tu es assis, on a tendance à se figer un petit peu parce qu'on est concentré sur ses ressentis, sur les consignes, etc. Et c'est au réveil, si on peut dire, qu'on se rend compte qu'on est un petit peu tendu dans le cou, dans les épaules, etc. Donc n'hésite pas à faire des micro-mouvements, à bouger légèrement un peu tes jambes, ta colonne, ta nuque, etc. Si tu sens le moindre inconfort, tu ajustes la position comme d'habitude. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, le but évidemment n'est quand même pas de se faire mal en sophro, ce serait un peu contradictoire. Et puis reste bien concentré, comme à chaque fois, sur tes ressentis. Accueille-les comme ils viennent. C'est ça qui est intéressant. Ce sont tes ressentis à toi et ta connexion avec ces ressentis qui comptent dans ce genre d'exercice-là. Et reste évidemment bien concentré sur le son de ma voix pour suivre les consignes au fur et à mesure. Je te laisse le temps de t'installer confortablement sur ta chaise, ton fauteuil, dans ton canapé, selon ton choix. Et si tu es prêt, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Je vais d'abord te demander de te concentrer sur le haut de ton crâne. Essaye d'imaginer comme une petite bulle de calme qui vient se poser légèrement sur tes cheveux. Laisse cette petite bulle éclater doucement au-dessus de ta tête et déverser comme une onde de bien-être, de tranquillité. Sous son influence, laisse tout ton cuir chevelu s'étirer doucement jusqu'aux oreilles. Laisse ton front se lisser comme un lac calme. Laisse de l'espace se créer entre tes deux sourcils. Relaxe complètement tes paupières et tes yeux. Relâche tes tempes, tes pommettes. Laisse les ailes de ton nez se relâcher. Porte toute ton attention sur ta respiration. Apprécie la sensation de l'air frais entrer dans tes narines. Et porte attention à la chaleur de l'air à chaque expiration. Laisse tes mâchoires se relâcher complètement. Laisse ta langue reposer naturellement sur les dents inférieures. Sens-toi libre de déglutir normalement à tout moment. Relâche encore tous les traits de ton visage.
jusqu'au menton. Prends conscience que toute ta tête est relaxée. Laisse maintenant cette onde de calme parcourir ton cou, ta nuque. Laisse tes épaules s'abaisser doucement. Sens les muscles de tes bras s'étirer jusqu'au coude. Relâche complètement tes avant-bras jusqu'aux poignets. Laisse tes mains s'étirer, se délasser de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont complètement détendus. Focalise maintenant ton attention sur la respiration qui gonfle et abaisse tes côtes. Laisse ce souffle ample, régulier, assouplir ta cage thoracique. Laisse ta respiration dénouer complètement ton ventre. Imagine chacun de tes organes reprendre sa place naturellement. Concentre-toi maintenant sur le haut de ton dos. Laisse de l'espace se créer entre tes deux omoplates. Sens tous les muscles du dos s'étirer le long de la colonne, jusqu'en bas du dos. Relâche complètement ton bassin, tes fessiers. Prends conscience que tout le haut de ton corps est calme et détendu. Accueille maintenant cette détente dans tes cuisses. Laisse les muscles s'assouplir jusqu'aux genoux. Laisse cette détente glisser le long de tes tibias jusqu'aux chevilles. Laisse tes pieds se relâcher complètement jusqu'au bout de tes orteils. Prends conscience que tes jambes sont détendues. Prends conscience que tout ton corps est relâché et serein. Je vais te demander maintenant de te projeter dans les minutes qui suivent l'événement que tu souhaites traverser. Imagine la réussite, la victoire face à cet événement.
Prends le temps d'imaginer la scène où tu te trouves. Balaye les lieux qui t'entourent du regard. Porte attention aux contours du paysage ou du mobilier. Détaille les couleurs qui t'entourent. Observe les jeux d'ombre et de lumière. S'il y en a, visualise les personnes qui t'entourent. Porte attention au bruit autour de toi. Les voix peut-être, les bruits familiers, la circulation ou les bruits de la nature. Perçois également les odeurs qui t'environnent. Ressens les parfums qui t'entourent. Apprécie sur ta peau les sensations de froid ou de chaleur selon l'époque où tu te trouves. Prends conscience de chaque détail de cette scène. Porte maintenant attention à ta sensation de délivrance. Ressens le soulagement de ce que tu as accompli. Ressens la joie d'avoir atteint ton objectif. Concentre-toi sur cette joie. Ressens pleinement ta fierté. Savoure la satisfaction d'avoir donné le meilleur de toi-même. Apprécie cette victoire. Goûte pleinement ce triomphe. Laisse-toi envahir par ces sensations de réussite. Prends conscience de toutes ces sensations positives dans ton corps. Je te propose maintenant de t'imprégner complètement de ces sensations de réussite. Pour cela, à mon signal et à mon signal seulement, tu inspireras profondément par le nez en gonflant ton ventre, puis tu retiendras ta respiration et tu inscriras fort cette sensation de réussite dans ta tête. Puis tu souffleras doucement par la bouche pour la diffuser partout en toi. C'est à toi. Inspire. Bloque ta respiration et inscris cette réussite fort dans ta tête. Et souffle doucement par la bouche pour tout diffuser dans ton corps. Retrouve une respiration normale.
Ancre bien ces sensations positives en toi. Prends conscience de ton potentiel. Intègre l'ensemble de ces sensations. Souviens-toi que ces sensations restent présentes en toi. Pense à les activer au quotidien quand tu en as besoin. Tu peux maintenant reprendre conscience des bruits qui t'entourent à l'extérieur de la pièce où tu te trouves. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds au sol, les fesses sur l'assise du fauteuil ou de la chaise, le dos contre le dossier. Inspire profondément pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Prends le temps de remuer tes pieds, tes mains, ton cou, tes épaules. Étire-toi si tu en as envie, bâille si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Et je te dis comme d'habitude à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse les épaules et relève le menton, mon petit pompon.